Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on va faire du droit, le harcèlement systémique en entreprise. On va revenir sur cet arrêt de la Cour de cassation, arrêt important, complexe, et on va en parler dans quelques instants avec Émilie Méridjen, avocate en droit social, experte de ce sujet. Au cabinet s'écrit Valentin Zerouk, elle est notre invitée. Le cercle RH, la crise des agriculteurs et j'ai envie de dire plus globalement la crise du monde agricole. De quoi est-elle le symptôme? On en parlera avec nos invités, c'est le débat d'actu et c'est ce qui évidemment occupe les esprits avec des tracteurs qui étaient devant l'Assemblée nationale et qui bloquent encore des routes et des autoroutes. On en parlera avec Véronique Railsoult, présidente de Backbone Consulting, c'est le pouls des réseaux sociaux. Qu'en pensent les Français? Et puis on sera avec un économiste, Sylvain Bersinger. Ils sont nos invités dans ce débat d'actu autour du monde agricole. Et on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, suppression d'emplois massifs dans l'associatif. On fera le point justement avec David Cluzot, délégué général d'Exopé. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du droit. Revenons un peu au droit et pour parler du harcèlement. Alors on en parle beaucoup sur ce plateau et on en a beaucoup parlé, mais on va parler du harcèlement systémique en entreprise. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous revoir. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur le plateau de Smart Job. Ravi également de vous revoir. On vous voit en tout cas sur les antennes de Bismart à travers ces capsules juridiques passionnantes d'ailleurs. Émilie, avocate en droit social, s'écrit Valentin Zerouk, spécialiste du droit du travail. Avec d'abord, commençons peut-être par poser le cadre. Qu'est-ce que le harcèlement managérial précisément, avant de parler de cet arrêt de la Cour de casse qui va poser des problèmes? Alors, c'est une forme particulière de harcèlement moral qui repose sur des pratiques managériales. Qui dit pratique managériale dit, à la différence du harcèlement moral classique que l'on connaît, des méthodes collectives qui vont concerner une pluralité de personnes et pas nécessairement un seul salarié. C'est comme ça qu'on définit le harcèlement managérial. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une maladresse, mais d'un problème systémique. Oui, exactement. On est en train là de chercher à incriminer des pratiques qui vont être tolérées dans des entreprises à une échelle un petit peu globale d'un service, d'un département, voire d'une entreprise dans son ensemble, et pas simplement d'une interaction personnelle déviante. Un conflit. Exactement, d'un conflit ou d'une personnalité dite toxique, ce terme est très utilisé en ce moment, de manière isolée dans une entreprise. On parle de quelque chose de plus généralisé. Donc un casse-tête pour les avocats qui accompagnent les entreprises, on va peut-être en parler, mais d'abord, quelle est la base légale de cette notion? Alors, il n'y en a pas. Donc c'est de la jurisprudence? Exactement, ne me regardez pas avec ces yeux. On est sur les dispositions du Code du travail qui concernent le harcèlement moral, qui sont elles-mêmes d'ailleurs pas très précises et pas très satisfaisantes pour les praticiens du droit que nous sommes. Et là, on est sur du encore plus subjectif, puisque ça va être défini par la Cour de cassation. Donc c'est une disposition prétorienne, c'est une notion prétorienne. Donc c'est à l'avis, au jugement de celui qui jugera le dossier. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une sorte de jeu, de possibilité de... Oui, alors on a l'habitude, puisque la Cour de cassation fixe un certain nombre de règles qui ensuite vont cascader jusqu'aux juridictions du fond. Moi-même, en tant que conseiller prud'homal, par exemple, je suis la plupart du temps les dispositions... Donc à l'appréciation des juges qui auront à traiter cas par cas ces dossiers. Alors, en décembre 2025, là, les avocats, évidemment, ont lu ça attentivement. La Cour de cassation, la Cour de casse, comme vous dites, a rendu un arrêt très commenté, justement, sur ce sujet. Qu'est-ce que dit exactement l'arrêt? Alors, cet arrêt, son apport majeur, on va dire, c'est qu'il n'exige pas dans la recherche de la caractérisation du harcèlement qu'une situation soit démontrée à l'égard d'un salarié individuellement. En l'occurrence, c'était une salariée qui se plaignait de ce harcèlement managérial qui concernait une boutique. Donc, elle n'était pas la seule à être visée et elle n'a pas eu à démontrer, et la Cour d'appel n'a pas caractérisé des agissements la concernant elle personnellement, spécifiquement, mais un harcèlement d'ambiance, un harcèlement collectif au travers d'un certain nombre de faits qui ont été objectivés, d'après la Cour de cassation, par une enquête interne, par des contrôles de l'inspection du travail. Il s'agissait par exemple de menaces de licenciement, d'insultes, d'objectifs fixés qui n'étaient pas réalistes, d'une mise en concurrence de collaborateurs entre eux, etc. Et sans avoir à démontrer qu'elle-même individuellement en avait été victime, le harcèlement managérial a été reconnu, y compris à son encontre. Mais Émilie, même si le collectif n'a pas lui individuellement attaqué en justice, ce n'est qu'une personne, mais qui va incarner le collectif. Exactement.
C'est l'apport majeur de cet arrêt. Donc très très compliqué. C'est-à-dire une seule personne dans un collectif de 10, 9 ne disent rien et considèrent que c'est normal, une décide d'attaquer son employeur, c'est tout le collectif qui va donc bénéficier de la décision de justice Alors, en l'occurrence, en France, on n'a pas d'action collective. collective en tant que telle. Donc, D'accord. c'est nécessairement des contentieux individuels. L'histoire ne dit pas si d'autres salariés ont attaqué par ailleurs. Et il n'est pas rare, d'ailleurs, que plusieurs salariés attaquent devant des juridictions différentes et qu'on ait même des contradictions de décision. Là, en l'occurrence, on sait ce qu'a décidé cet arrêt-là. Et sans effectivement avoir besoin de décisions concernant ses collègues, le harcèlement a été reconnu à son encontre, mais en tant que harcèlement managérial. Est-ce que c'est une nouveauté jurisprudentielle? Alors, c'est, on va dire, le parachèvement d'une construction qui remonte à il y a une quinzaine d'années, avec la première fois que cette notion a été mise en lumière par la Cour de cassation, c'était dans un arrêt de 2009. Les cours d'appel ont, pour certaines, également eu recours à cette notion de harcèlement managérial. C'est vraiment une catégorie, on va dire, du harcèlement, c'est-à-dire que y a des managers qui ont leur bête noire et qui vont cibler une seule personne, et puis il y a des managers qui ont des pratiques qui peuvent être un peu violentes, un peu brutales, et qui peuvent être perçues comme du harcèlement d'ambiance. Donc ça, on a des décisions de cour d'appel qui ont été reconnues. Et puis, vous avez peut-être entendu parler aussi, il y a exactement un an, en janvier 2025, il y a eu l'arrêt sur France Télécom sur le harcèlement institutionnel. Absolument. Exactement, qui est un petit peu la même chose, en fait. Avant de nous quitter, Émilie, qu'est-ce que doivent faire les entreprises? Parce que vous les conseillez, donc vous leur dites quoi? Faites un diagnostic, une cartographie précise de l'organisation. Comment on fait là? Oui, la difficulté, toujours dans ce genre de situation, c'est d'objectiver les situations parce qu'on est sur des choses qui sont éminemment subjectives et de l'ordre du ressenti des collaborateurs. Donc évidemment de la prévention, en sensibilisant les collaborateurs, salariés classiques, on va dire, et managers à l'importance de ces sujets. C'est de l'accompagnement des managers pour lesquels il y a des signaux qui peuvent laisser entendre que leur Donc management... les signaux faibles, exactement, n'est pas approprié. anticiper pour éviter que... Exactement. Et puis ne pas laisser perdurer ce genre de situation, c'est-à-dire réagir quand elles sont dénoncées pour essayer de faire la lumière. Un peu un casse-tête quand même pour les avocats. Je vous le cache pas. Voilà, je pense que vous êtes quand même confronté à ce nouveau sujet du harcèlement managérial. Il me semblait important aujourd'hui de l'éveiller, de l'éclairer, de vous éclairer peut-être sur ces sujets et de vous faire conseiller d'ailleurs. Merci Émilie. Avec plaisir. Avocate en droit social, s'écrit Valentin Zerouk. Et cette fois-ci, je l'ai dit dans le bon sens. Merci de nous avoir rendu visite. À très très bientôt. On tourne une page. La crise du monde agricole, d'une manière plus large, la crise des agriculteurs, de leur pouvoir d'achat. Ils ne vivent plus ou ne vivent pas du fruit de leur travail. C'est une aberration. Ils manifestent, ils revendiquent. On parlera évidemment du Mercosur, de ces enjeux de vaccination qui ont heurté le monde agricole. C'est un modèle peut-être qui est en train de s'effondrer, sans parler de la balance commerciale agricole qui s'est elle-même effondrée. On en parle avec mes invités. C'est le débat d'actu et c'est le cercle RH, c'est tout de suite. Le cercle RH, débat d'actualité évidemment, au cœur de l'actualité, cette crise agricole, elle occupe les médias avec ces agriculteurs qui ont posé leurs tracteurs devant l'Assemblée nationale, qui ont bloqué des autoroutes dans le sud et ils continuent le combat avec plusieurs syndicats. On va peut-être en parler d'ailleurs de cette bataille syndicale à fleurs et mouchetés, puisque d'abord c'était les bonnets jaunes et puis on voit que la FNSEA est en train de reprendre doucement de la vigueur. Mais au-delà de ce débat un peu politique et syndicale, il y a quand même un enjeu de modèle agricole, de difficulté du monde agricole. Alors, des invités qui vont nous éclairer sur ce sujet, sur deux manières différentes d'ailleurs d'observer le sujet. Véronique Reilsout, ravie de vous accueillir, ravie de vous retrouver sur le plateau, présidente de Backbone Consulting. Alors avec vous, on a toujours le cœur numérique de la France. Qu'est-ce que disent les Français? Soutiennent-ils cette crise agricole? Soutiennent-ils leur monde agricole? Et peut-être, on ira un peu plus loin, soutiennent-ils les produits agricoles français? Parce que c'est vrai que quand ils sont dans les rayons, au péage d'autoroute, on prend le tract, et puis quand on pousse le caddie, on prend un peu d'espagnol, parce que c'est moins cher. Et justement, un économiste avec nous, Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain, très heureux de vous retrouver, cher Sylvain, vous êtes économiste. Bersinger Co. Ça ressemble un peu presque à Vercingétorix. On a déjà fait la blague. On a déjà fait la blague, je la refais. Bercingéco, avec des notes de conjoncture, avec une note justement sur les enjeux du Mercosur, sur les impacts du Mercosur, ou pas. Avant de parler à Véronique, juste un petit point éco, pour qu'on démarre, parce qu'il y a trois sujets qui impactent le monde agricole. Son pouvoir d'achat,
le Mercosur et la vaccination qui s'est fait massivement et qui a créé évidemment un choc émotionnel au sein des exploitations. Concrètement, vous, dans vos notes de conjoncture, est-ce que le Mercosur a un vrai impact économique sur le monde agricole français? Alors, je pense que tout le débat sur le Mercosur, l'accord de libre-échange, n'a pas d'impact. Voté déjà, hein. Voilà, n'aura pas d'impact macroéconomique au sens, quand on regarde le PIB, l'inflation n'aura pas d'impact parce qu'en fait, les volumes d'échanges sont faibles. Hein. C'est moins de 1% des échanges entre la France. Les échanges entre la France et les pays du Mercosur, c'est moins de 1% du commerce total. Alors après, ça ne veut pas dire que ça n'a pas des impacts sectoriels. Parce qu'évidemment, ce qu'on va importer majoritairement des pays d'Amérique latine, de Brésil, d'Argentine, Oui. c'est des produits alimentaires, de la viande par exemple. Et donc, dire que ça n'a pas d'impact macroéconomique, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas avoir d'impact sur certaines filières très spécifiques, notamment l'élevage, notamment les prix de la viande. Donc, je comprends que les éleveurs soient inquiets, parce que dans cet accord de Mercosur, dans un accord de libre-échange, chaque pays va exporter plus les produits dans lesquels il est le plus compétitif. Et les produits d'Amérique latine, leur avantage comparatif, c'est ces produits agricoles et alimentaires. Sans parler des produits OGM brésiliens, parce qu'on se souvient des tourtes OGM il y a déjà une quinzaine d'années, mais le sujet revient. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence déloyale, c'est ce que dit le monde agricole français. Voilà, c'est-à-dire qu'en théorie, il y a des normes qui font que cette concurrence déloyale n'existe pas, mais ce qu'on sait, c'est que dans les faits, aller vérifier au fin fond de la ferme, au fin fond d'Argentine, qu'il n'y a pas eu tel ou tel antibiotique ou autre. Impossible. Voilà, on sait qu'il y a des trous dans la raquette et que donc il y a, disons, la règle, et est-ce que la règle est vraiment respectée? Voilà, c'est tout le débat aussi. Véronique Reissoul, j'ai envie d'aller loin. Est-ce que ces agriculteurs qui sont en train de s'unir, ils étaient très désunis, la FNSEA n'était pas dans le jeu, ils sont revenus dans le jeu, est-ce qu'ils sont en capacité j'ai envie d'aller loin, de faire tomber le gouvernement là? C'est-à-dire de pousser finalement à un tel point d'exaspération et de violence que le gouvernement tombe? J'ai envie de dire oui et non. En tout cas, ils ont plus de pouvoir pour faire tomber le gouvernement que pour faire refuser le Mercosur. Ça, c'est sûr que c'est fait. Après, c'est un mouvement qui est extrêmement populaire. Les Français aiment les agriculteurs. Comme vous le disiez fort justement, après, de l'amour au tiroir caisse, quelquefois, il y a un petit débat, mais pas tant que ça, quand même. C'est plus symbolique, l'ensemble, parce qu'effectivement, économiquement, ça joue, mais c'est quand même un peu à la marge. C'est plus extrêmement symbolique. Symbolique sur la place de l'Europe et la place de la France au sein de l'Europe. Oui. C'est plus symbolique sur la réalité de la relation qu'on a avec nos territoires et avec des métiers qui sont censés être assurés dans une forme de souveraineté. Et puis, c'est symbolique aussi sur cette espèce de France que un bon nombre de Français rejettent, qui est une France qui est régulée par des normes, et des normes qui sont souvent excessives. On l'entend beaucoup, ça. Voilà, et puis le dernier point, ça dépasse bien largement le sujet des agriculteurs, c'est les uns et les autres ont l'impression qu'ils sont maltraités. Et c'est vrai, où que vous soyez, territorialement ou en termes de société, c'est l'impression qu'on nous traite un ressenti, et c'est vraiment un sujet de ressenti. Donc c'est pour ça que c'est plus symbolique qu'une réalité. Les gens des villes ont l'impression que les gens des banlieues sont mieux traités, les gens des banlieues ont l'impression que les gens des villes sont mieux traités, les agriculteurs ont l'impression qu'ils sont maltraités. Enfin, et en fait, vous avez des gens qui ont un peu de bien ont l'impression d'être maltraités, ceux qui n'en ont pas ont l'impression d'être maltraités. En fait, c'est le dénominateur commun, c'est un peu une forme de maltraitance. De maltraitance. Donc, mais comme c'est du ressenti, c'est une réalité qui est difficile à gérer, et donc ça explique aussi ce mouvement. Vous avez plus de 79% quand même des Français qui soutiennent ce mouvement, c'est important. Même ceux qui subissent la réalité des désagréments d'un mouvement disent bah oui, on comprend, voire même on a envie de les aider. Et donc, pour répondre à votre question, cette longue digression, mais qui est de savoir est-ce qu'ils ont le pouvoir? Oui, s'il y a une réponse un peu violente, ce qui avait commencé à être un peu le cas. Tout à fait. Et bien là, faire tomber le gouvernement, peut-être pas, mais en tout cas, fédérer encore plus tous ces gens qui se sentent maltraités, la fédération de la maltraitance. C'est ça. C'est une formule punchline et qui est intéressante, puisqu'on avait un débat sur l'industrie il y a quelques temps sur ce plateau, où les industriels nous disaient la même chose. Ouais, c'est ça. Concurrence déloyale, prix plus bas qui fait que nos produits industriels ne se vendent pas, qui ressemble d'ailleurs d'assez près au débat. Concrètement, l'économiste que vous êtes, Sylvain, quand on analyse certains produits agricoles, l'agriculteur chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise, il n'a pas la main sur ses prix, il ne fixe pas son prix, et il n'a pas la main sur les coûts externes qui lui arrivent, les intrants ou les produits qui lui sont imposés, et en bout de chaîne, il a des prix qui baissent. Enfin, économiquement, c'est absolument intenable. Ça ne peut pas tenir.
Oui, alors je suis d'accord avec ce que vous dites, avec un modulo qui est qu'en fait, quand on dit les agriculteurs, ça recouvre des situations tellement diverses, en fait, qu'on met dans un même sac. Céréaliers, Voilà, parce qu'on parle, éleveurs. on parle du Mercosur, mais par exemple, les vignerons, les producteurs de champagne, mettons, le Mercosur, c'est aussi des marchés. On les entend pas sur le Alors Mercosur. là, on les entend moins. Ils ne sont pas avec leurs tracteurs. Mais quand on dit le monde agricole, c'est aussi le monde du vin, du champagne, qui, eux, ont plutôt intérêt à voir s'ouvrir les marchés brésiliens et latino-américains. Il faudra accepter le vin argentin et brésilien. Hein. Oui, mais si on part du principe qu'il y a quand même une différence en termes de perception de qualité, il est quand même probable que... Mais est-ce qu'un autre modèle, c'est un peu ma question insidieuse, est-ce qu'un autre modèle agricole est possible? On voit que des agriculteurs aujourd'hui inventent des modèles alternatifs. Ils disent, moi, plus d'intrants, je vends en direct, plus d'intermédiaires, donc je dégage de la valeur ajoutée. Comment vous regardez ce sujet, ça, Véronique? Déjà, quand je vous disais qu'ils sont soutenus à 79%, il faut vous dire que c'est aussi un sujet qui intéresse énormément. Parce qu'on pourrait se dire, on pose la question dans un sondage, les gens disent oui, plus de 3,5 millions de mentions sur ce mois-ci, c'est assez important. Vous avez une interaction moyenne qui est bien supérieure à la moyenne, des témoignages vidéo qui sont vus plusieurs millions de fois. Et j'en viens à la réponse sur existe-t-il un autre modèle. Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur Facebook, qui est un vieux reportage de la RTBF, qui date de 1971, ça ne nous rajeunit pas, on était à peine nés. Oui, c'est vrai, Voilà. pas loin. Eh bien, où on voit un agriculteur qui explique qu'on se trompe, que non, on a perdu notre bon sens et qu'il faudrait utiliser moins de pesticides, un peu différemment, moins passer par une grande distrib qui n'existe pas à ce moment-là de cette façon-là, mais un discours qui a été... Voilà. Et qui a été énormément repris, 50 ans, et qui a été énormément repris en disant, mais en fait, le problème n'existe pas depuis hier, c'est un déclassement lent mais certain, et en fait, quand on revient à l'origine d'une forme de mécontentement de la paysannerie française, C'est exactement ça. eh bien, c'est de dire, mais en fait, on nous a jamais écoutés. Nous, on vous disait, il faut pas de surproduction. Nous, on vous disait, respectons la nature. Nous, on vous... Et donc, en fait, oui, il y a une forme de retour en arrière et d'envie de quelque chose qui est plus proche du bon sens et de la nature. Et puis après, le sujet des circuits courts, de trucs. Voilà. Et de la qualité. Et de la qualité. D'ailleurs, en parlant de ça, la balance commerciale, je la regardais tout à l'heure, sur le plan agroalimentaire, elle s'est extrêmement effondrée. C'est historique, je crois. C'est des chiffres jamais atteints depuis 78. C'est-à-dire qu'on vend moins de produits, on a des filières qui disparaissent, on fait plus d'oignons, on fait plus de tomates. Enfin, mais c'est absurde. Enfin, comment vous regardez, vous, l'économie, ce sujet? On était le pays agricole européen. C'est vrai que la balance commerciale française, d'une manière générale, s'est dégradée depuis 20 ans, et l'agriculture a été dans cette tendance, sauf la vigne, en fait. C'est le vin et spiritueux. Le vin va mal, puisqu'il y a moins de consommation de vin. Voilà, mais globalement, si on regarde la balance commerciale, il y a toujours les vins spiritueux qui parviennent à tirer et la maintenir légèrement positif. Mais en fait, on retrouve un problème qui est globalement dans l'industrie et sur l'ensemble de la balance commerciale. Et on a perdu beaucoup de parts de marché, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans l'agriculture. On parle beaucoup du Mercosur et de la mondialisation, mais souvent vis-à-vis de nos partenaires immédiats, Allemagne, Espagne, Italie. Le problème de la balance commerciale française, c'est pas tant un problème. Alors il y a la Chine qui est peut-être un avec petit des peu pays à part, lointains. mais c'est pas tant les problèmes avec les pays lointains, les émergents dont on parle beaucoup. C'est en fait, on a perdu des parts de marché avec nos voisins immédiats qui ont la même monnaie que nous, les mêmes règles d'accords commerciaux et globalement les mêmes normes, même s'il peut y avoir des applications un petit peu Et différentes. qui ont du soleil, qui fait pousser plein de choses et qui font du ont vin. globalement le même climat, etc. Donc il y a un problème, je dirais, qui est assez franco-français. Et souvent, on va chercher je trouve, un peu des boucs émissaires dans le Mercosur, dans les Chinois, les Brésiliens, etc. Mais vous y voyez une issue tous les deux, à travers les fenêtres de là où vous regardez le sujet. Est-ce que vous y voyez une issue ou est-ce que globalement, comme depuis 20 ans que je traite ce sujet, on nous dit c'est assez mondialisé, il n'y a pas le choix, il faut que le monde agricole s'adapte. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une issue ou pas à cette crise? Alors, oui et non. Je dirais qu'il y a un problème. Je ne pense pas que ce soit que la mondialisation. Je pense que le problème de fond, c'est qu'il y a des gains de productivité énormes qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez faire, par exemple, de l'élevage. Vous mettez 1000 bêtes dans avec un salarié robotisé, etc. Et donc, la petite ferme de la Creuse avec ses 30 bêtes, évidemment, en termes de prix, a du mal à être compétitive. Et ce n'est pas tant la mondialisation, parce qu'en fait, ces gains de productivité, ils peuvent être faits, alors oui, à l'autre bout du monde, mais ils peuvent aussi être faits en France ou chez nos voisins. Il y a déjà des débuts de tentatives de concentration des fermes. L'issue, Véronique Reilsout, est-ce qu'il y a une issue? Parce que dans le sentiment que tout le monde va rentrer, reprendre ses ballots de foin, et puis va subir des prix sur lesquels il n'a pas la main. Disons que je n'ai pas la capacité à dire l'avenir, mais j'ai la capacité de regarder quels sont les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est que autant l'ensemble de la population française, elle n'est pas tant en colère que désabusée, fatiguée et inquiète. Et maltraitée, pour reprendre. Et maltraitée, qui explique ce désabusement. Les agriculteurs, ils sont quand même encore un peu en colère. Et donc, dire qu'il va y avoir un changement de modèle, certainement pas, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer.
Dire que la mondialisation est responsable de tout, sans doute pas, mais il faut un bouc émissaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir proposer des solutions à court terme, parce que cette colère, elle va pas rentrer. Et comme vous avez quand même on va dire un tapis commun sur ce sentiment de maltraitance. Ouais, c'est voilà. Et puis on se rapproche d'élections, donc les uns et les autres se disent c'est une façon de. Et les agriculteurs vont sans doute faire partie des sujets et l'agriculture en général qui vont s'inviter dans les débats présidentiels, c'est à peu près évident. On a quand même le sentiment d'une forme d'atonie. On parlait d'industrie, on parle d'agriculture, finalement d'une sorte de déclassement de la France, sa place dans l'Europe. Vous, l'économiste, vous le ressentez, c'est à travers vos chiffres, à travers vos études de conjoncture? Alors, globalement, si on prend l'économie française depuis 20 ans, c'est vrai que si on compare aux pays européens, c'est plutôt un déclassement lent, on va dire. On le voit par exemple sur la dette publique. Aujourd'hui, on est le pays qui payons le plus cher sur notre dette publique, donc perçu comme le plus risqué, alors qu'il y a encore 10 ou 15 ans, les pays d'Europe méditerranéenne étaient perçus comme beaucoup plus risqués. Donc oui, il y a cette situation-là, mais je pense que plus généralement, il y a une contradiction entre un monde agricole qui aimerait bien vivre avec des prix plus élevés et une question de pouvoir d'achat, mais vous en parlez tout à l'heure, qui fait que quand on est dans le supermarché, on veut le consommateur veut le prix le plus faible. Donc on a dès que les prix augmentent un petit peu trop, tout le monde se plaint de l'inflation. C'était le cas en 2022 par exemple. Mais du coup, les agriculteurs, eux, disent moi, j'aimerais aussi vendre mon produit plus cher. Donc, je pense qu'on a une contradiction dans tous ces mécontentements 10 secondes, qui fait que c'est difficile à résoudre. 10 secondes avant de nous quitter. Oui, il y a quand même un sujet d'éducation et de pédagogie. Et quand vous avez des Français qui sont concernés, sont capables de faire quelques efforts. Pas forcément sur le prix, parce que vous n'avez pas l'argent, mais sur le moyen pour acheter, c'est-à-dire passer par des circuits courts, avoir des sujets d'amas, passer en direct, parce que la loi Egalim n'ayant pas fonctionné, les uns et les autres essayent de trouver des contournements. Et on voit bien que les Français sont capables quand même de faire des efforts. Après, le feront-ils longtemps, c'est un autre sujet, mais là, momentanément, il y a quand même cet effet-là. Soutenir son agriculture et donc, par l'achat de ses produits, devenir un consommateur raisonné et raisonnable. Merci à vous de nous avoir éclairés. Merci à vous, Véronique Reitsoud, d'être venue sur notre plateau. Présidente Backbone Consulting, c'est le pouls de la France à travers le numérique, de tout ce qui se passe sur les réseaux. Et merci à vous, Sylvain Bersinger-Co. Je vais m'y faire à votre nom, je vais m'y faire forcément. Vous êtes économiste avec des notes de conjoncture qui sont passionnantes. Abonnez-vous, allez voir ce qu'écrit Sylvain. Merci à vous. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi et nous sommes en retard. Et on termine notre émission avec un autre secteur qui risque peut-être de traverser des difficultés, le secteur associatif, avec peut-être des suppressions d'emplois, parce que le projet de loi de finances 2026 est toujours suspendu, évidemment, à un 49.3 ou pas. Et on en parle avec vous, David Cluzot. Bonjour David. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Délégué général d'Exopé, on va parler du secteur associatif, alors culturel, éducation populaire, sportif, qui draine évidemment nos territoires. Exopé, c'est quoi? C'est la tour de contrôle qui parle au nom de tout ce secteur qui crée de l'emploi. C'est ça. Exopé, c'est l'organisation professionnelle représentative des secteurs de l'éducation populaire. On a 14 000 adhérents qui emploient plus de 110 000 salariés dans des secteurs aussi variés que les clubs sportifs qu'on connaît tous, les MJC, les maisons de quartier, mais aussi les écoles de musique, certains musées associatifs. En fait, toute la vie associative qui fait le quotidien dont on a besoin. Alors, vous avez travaillé d'arrache-pied, parce que c'est toujours un peu fastidieux d'aller voir un projet de loi de finances, mais enfin, les coupes sont très claires. Vous mettez même les pages, pour ceux qui s'y intéressent. 44 millions sur les actions jeunesse et éducation populaire, 90 millions sur le développement de services civiques, 65 millions sur le service national universel, 20 millions sur les actions de soutien à la politique de la ville. Il y a des incidences, évidemment. 45 millions sur la démocratisation culturelle, artistique. Et enfin, 145 millions, là c'est encore plus, sur le secteur sportif. Là, vous êtes impacté très directement à travers toutes les associations qui drainent ces secteurs. Exactement, on a impacté très directement. En fait, le secteur associatif qui rend des services quotidiens aux citoyens, qui est présent sur l'ensemble des territoires pour rendre la vie plus agréable, plus joyeuse, et puis la rendre facile aussi, va être touché par l'ensemble de ces coupes budgétaires qui viennent des budgets de l'État. Prenons simplement un exemple sur le service civique. Aujourd'hui, moins de services civiques, c'est moins de jeunes qui vont pouvoir s'engager dans des missions d'utilité sociale, oui. mais c'est aussi moins de jeunes qui seront en capacité de rendre service au sein d'associations pour accueillir le reste des habitants sur un territoire. Alors, vous avez évalué chez Exopé l'impact de suppression de postes, c'est pas neutre, 30 000 postes supprimés dans l'éducation populaire, et vous évaluez à 90 000 emplois menacés dans le secteur associatif global. Oui.
sans compter les emplois indirects qui sont parfois induits à des secteurs associatifs. C'est colossal. En fait, c'est colossal et on le voit pas. On le voit pas parce qu'une association qui va... Sans bruit. Sans bruit, en fait. C'est exactement ça. C'est un plan social à bas bruit. On le voit pas trop. C'est 2 postes par-ci, 2 postes par-là, des postes qui ne sont pas renouvelés. Effectivement, c'est moins spectaculaire qu'un grand PSE dans une usine que Brandt qui ferme ses portes, etc. Ce qui est par ailleurs dramatique. Mais voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne sait pas, qu'on va ressentir à côté. 30 000, ouais, c'est ce qu'aujourd'hui on estime manquer dans le secteur de l'éducation populaire. 90 000, c'est pour tout le champ associatif. Et c'est effectivement important. Tout ça après d'autres années difficiles. Déjà. Aujourd'hui, c'est quoi vos leviers? Parce que c'est vous tourner vers les collectivités locales, les départements, les régions, qui sont aussi des acteurs et qui soutiennent le sport, notamment pour les régions. Les départements ont des actions aussi culturelles. On peut compenser ce manque à gagner, ou globalement, quand le PLF sera voté ou s'il y a une loi spéciale, on est sûr d'aller vers ce chemin-là? Non, on ne le compensera pas de cette manière-là. On ne compensera pas de cette manière-là pour une bonne raison, c'est qu'avec les collectivités territoriales, régions, départements, communes, collectivités, on est dans le même bateau. C'est-à-dire que la pression budgétaire que subit le secteur associatif dans le cadre du budget d'État, elle est aussi demandée aux collectivités territoriales à qui on demande plusieurs milliards d'euros d'économie. Il faut savoir que le secteur de l'EducPop est particulièrement, spécifiquement, principalement même financé par en fait le niveau régional, plutôt local, enfin bref. En tout cas, c'est financé par les collectivités territoriales. Donc cette double pression fait que, et c'est assez inédit, on va avoir du mal à se retourner vers d'autres qui, eux aussi, ont finalement des obligations de faire un certain nombre d'économies. C'est un plan social à bas bruit qui se dessine. À qui vous vous adressez aujourd'hui? Parce que vous avez, on le voit à travers ces différents secteurs, plusieurs ministres de tutelle. Vous avez envie de parler directement à Sébastien Lecornu. Est-ce que vous avez pu avoir des échanges avec lui pour poser l'impact social, le drame social que ça représente? Alors, avec Sébastien Lecornu, directement non. Avec certains de ses ministres, oui. Par exemple, Marina Ferrari, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative. Mais comme on a pu alerter aussi le ministère de l'Économie, un certain nombre... Qu'est-ce qu'on vous répond? Mais en fait, on nous répond aujourd'hui qu'il y a des contraintes, budgétaires. Et c'est ce qu'on nous répond en permanence. Il faut faire des économies. Alors, on entend bien qu'il faut faire des économies. On est des acteurs économiques. On produit de la richesse, de la valeur ajoutée. On sait qu'on a besoin d'avoir une économie qui soit saine, un budget qui soit sain aussi. Mais quand on est aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est on est dans une économie du rabot. Donc on rabote l'ensemble des... C'est vieux, l'économie du rabot. C'est pas faux. Ça fait longtemps. C'est pas faux, mais là, elle est vraiment dure. Donc c'est une économie du rabot et on rabote tout, ce qui est assez nouveau. Avant, il y avait des secteurs qui étaient préservés parce qu'on était capable de faire des priorités et des choix politiques. Aujourd'hui, c'est une économie absolument générale. J'avais parlé à une époque d'un budget d'appauvrissement général et c'est le cas. Donc globalement, tout est été écrété et donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Donc on parle à nos ministres de tutelle et parfois j'ai envie aussi de reprendre au bon. Je crois que c'est Roland Lescure au mois de décembre qui disait, qui prenait pour exemple le fait que c'était ministre de l'économie, ancien ministre de l'industrie. Exactement, que c'était grave d'avoir un budget dont le vote soit décalé. Et il prenait l'exemple des associations pour qui ça allait créer des difficultés. Je suis d'accord. Je pense que Roland Lescure a raison. Et encore faut-il que le budget qui soit voté non seulement soit en temps, mais surtout à la hauteur des besoins qui sont nécessaires. Et en adéquation avec les mots du ministre. Exactement. Merci d'être venu pousser votre coup de gueule en parlant de ce plan social à bas bruit, très, très discret, très silencieux, mais qui va impacter notre environnement sur le terrain, dans tous les territoires français. Merci David Cluzot. Merci à vous. Vous êtes délégué général d'Exopé. À suivre ce dossier, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci à Nicolas Juchat, bien entendu. Merci à Paul au son aujourd'hui et à Mani à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.